À 23h17, Dar es Salaam bascule en 7 minutes dans un silence numérique. L'interruption est trop courte pour devenir une crise officielle, mais assez longue pour fissurer la confiance, surtout quand le trafic s'effondre d'environ 90% et que chacun comprend la dépendance à un point de contrôle unique. Pour ceux qui observent depuis Ouagadougou, la question se durcit. Si Ibrahim Traoré peut suivre ces cartes qui noircissent en temps réel, qu'est-ce que cela dit du droit de parler quand un simple interrupteur décide du moment? Dans cette faille brève, une fracture commence déjà à s'élargir. Ce récit s'engage à éclairer, sans dramatisation superflue, ce qui se joue réellement lorsqu'un État choisit d'éteindre l'infrastructure numérique au moment le plus sensible de sa vie politique. La promesse est simple et mesurable pour le spectateur. Comprendre comment une coupure brève peut redéfinir le rapport entre pouvoir et société. Il ne s'agit pas seulement d'identifier une panne, mais d'examiner un mécanisme de décision, ses effets immédiats et ses répliques invisibles. L'enjeu dépasse l'épisode tanzanien. Dans un continent où la jeunesse connectée structure débat, mobilisation et économie locale, le silence imposé agit comme un test grandeur nature de la souveraineté civique. Quand les réseaux se taisent, ce ne sont pas uniquement des messages qui disparaissent, ce sont des médiations, des preuves et des contre-récits qui se fragilisent. À l'inverse, chaque tentative de verrouillage produit des détours, des copies, des circulations parallèles. Suivre cette séquence, c'est donc saisir ce que révèle une décision technique en apparence mineure, la capacité d'un système politique à tolérer la parole quand elle devient imprévisible. La première révélation tient en deux chiffres placés côte à côte. 7 minutes de coupure totale et environ 90% de trafic disparu. Ensemble, ils suffisent à ébranler l'image d'un pays présenté depuis des décennies comme un îlot de stabilité régionale. Ce rapprochement montre que l'événement n'est pas une simple anomalie technique, mais l'exposition brutale d'une dépendance structurelle à un point de contrôle unique. À partir de là, le contexte prend une netteté nouvelle. La Tanzanie s'est longtemps définie par la continuité politique, l'absence de guerre civile et une réputation d'équilibre rassurante pour les partenaires extérieurs. Le scrutin récent devait s'inscrire dans cette routine. Il se superpose pourtant à des bureaux de vote incendiés à Kamar et Kinondoni, à des vidéos brièvement visibles avant de disparaître, puis à des rues saturées de gaz lacrymogènes. Le blackout agit comme un accélérateur. Il condense en quelques minutes des tensions que des années de discours avaient masquées. Les premières heures deviennent un laboratoire miniature. Les étudiants découvrent que leurs téléphones cessent de répondre simultanément. Les chauffeurs de taxis nocturnes, privés d'applications, relaient des fragments d'informations de bouche à oreille. Les rédactions locales improvisent des réseaux maillés hors ligne pour publier malgré tout. Chaque geste est modeste, mais leur accumulation produit un contraste saisissant avec l'objectif initial de silence. À des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré observe les flux se figer et les images ressurgir malgré les filtres. Pour lui, la séquence dépasse la Tanzanie. Elle illustre une logique continentale où le contrôle numérique, lorsqu'il se crispe, génère paradoxalement plus de circulation qu'il n'en supprime. Cette lecture transforme l'incident en symptôme et le symptôme en signal politique. Aïcha, 22 ans, n'est ni militante professionnelle ni figure médiatique. Elle devient pourtant le fil conducteur involontaire de cette séquence. Quelques minutes avant la coupure, elle publie un selfie nocturne sur le campus accompagné d'une phrase simple sur le droit de s'exprimer. Quand l'écran se fige, le message n'arrive jamais à destination. Il survivra autrement, compressé, copié, transféré de clé USB en clé USB jusqu'à devenir un symbole malgré elle. Autour d'Aïcha, d'autres trajectoires se dessinent.
Les chauffeurs de taxi, habitués à lire la ville par les notifications, se transforment en relais d'information, klaxonnant des fragments de slogans ou d'alertes. Un journaliste local, privé de site principal, parvient à publier un article via un réseau maillé bricolé avec de vieux routeurs. Dans les marchés, les vendeurs commentent les rumeurs avec prudence, conscients que chaque mot circule désormais sans filet numérique. Ces scènes brèves révèlent un impact précoce et concret. La coupure, pensée comme un outil de neutralisation, produit une créativité nerveuse. Les campus deviennent des îlots d'anticipation, les rédactions redessinent leur circuit et les gestes ordinaires prennent une dimension politique. Rien de spectaculaire, mais une réorganisation rapide des pratiques quotidiennes. Loin des capitales, des observateurs comme Ibrahim Traoré reconnaissent un schéma familier. Lorsque l'accès se ferme, l'ingéniosité s'ouvre. Le "so what" tient alors en une phrase courte. Le silence forcé déclenche toujours des voix chama parallèles. Tout commence par un geste presque invisible. À 23h17, l'accès au réseau se coupe net sans annonce préalable, sans explication publique immédiate. En quelques secondes, les écrans se figent, les notifications disparaissent et l'élection censée se dérouler dans une continuité maîtrisée bascule dans une suite d'interruptions. Le déclencheur est bref, mais son effet est immédiat. Chacun comprend que quelque chose d'inhabituel est en cours, même si le mot crise n'est encore prononcé nulle part. Le premier mouvement est la sidération. Sur les campus, les étudiants tentent de rafraîchir leurs écrans, persuadés d'un simple problème local. Dans les rédactions, les journalistes vérifient leurs serveurs, suspectent une panne interne, puis constatent que tout le pays est touché. Les opérateurs télécoms redémarrent des systèmes sans fournir d'explications claires, tandis que les autorités diffusent des messages appelant au calme. Cette phase dure peu de temps, mais elle installe une tension diffuse. L'incertitude devient partagée. Le deuxième mouvement, plus visible, correspond au pic de la séquence. Des bureaux de vote sont incendiés à Kamar et Kinondoni. Des vidéos circulent tout brièvement avant d'être bloquées, puis réapparaissent sous forme de copies compressées. Dans les rues, le gaz lacrymogène transforme des quartiers entiers en couloirs de méfiance. Les taxis nocturnes klaxonnent des slogans improvisés relayant des informations fragmentaires. Les campus, supposés neutres, deviennent des espaces de veille collective. La tentative de verrouillage numérique coïncide ainsi avec une explosion de signaux physiques. C'est à ce moment que le récit commence à échapper à ceux qui tentent de le contrôler. Les images filmées avant la coupure refont surface sur des plateformes étrangères. Des sites miroirs apparaissent, hébergés hors du pays. Les discussions se déplacent vers des réseaux hors ligne, des clés USB, des conversations chuchotées. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette dynamique familière. Plus le contrôle se durcit, plus les récits se multiplient, souvent là où on les attend le moins. Le troisième mouvement correspond aux répliques. À l'aube, les communiqués officiels parlent de stabilité retrouvée. Pourtant, la normalité ne revient pas vraiment. Les journalistes font état de pression, un rédacteur en chef disparaît brièvement et les avocats peinent à déposer des recours. La coupure, même levée, laisse une trace durable. Elle transforme un événement ponctuel en séquence politique dont les effets continueront de se déployer bien après la reconnexion. Avant la coupure, la situation de référence semblait stable et prévisible. Le réseau fonctionnait normalement, le trafic circulait sans à-coups majeurs et l'élection s'inscrivait dans un cadre institutionnel présenté comme maîtrisé. Puis, en l'espace de quelques minutes, le tableau change radicalement. On passe d'une connectivité quasi continue à une interruption totale de 7 minutes, un basculement suffisamment net pour être mesuré, comparé et interprété.
Le premier indicateur est temporel. 7 minutes peuvent paraître insignifiantes à l'échelle d'un scrutin national. Pourtant, dans un environnement hyper connecté, ce laps de temps suffit à rompre les chaînes de vérification, à interrompre les transmissions et à créer une zone grise informationnelle. La différence entre avant et après ne tient pas à la durée absolue, mais à la synchronisation. Tout le pays bascule en même temps, ce qui exclut l'hypothèse d'un incident isolé. Le deuxième indicateur concerne l'intensité. Les observatoires du trafic relèvent une chute d'environ 90% sur l'ensemble des principaux fournisseurs. Une baisse aussi massive et simultanée dépasse largement les fluctuations habituelles liées à une panne locale ou à une surcharge. Le delta est trop brutal pour être accidentel. Il signale une action centralisée capable d'affecter plusieurs opérateurs en parallèle, et donc une décision plutôt qu'un dysfonctionnement. Le troisième indicateur touche aux répercussions économiques immédiates. Dans les heures qui suivent, les investisseurs évoquent un risque politique accru. La monnaie se contracte et les réservations touristiques enregistrent un recul notable. Chaque variation prise isolément pourrait être discutée. Ensemble, elles dessinent une réaction cohérente des marchés face à une incertitude nouvelle. Le passage de la stabilité proclamée à la méfiance mesurable se fait sans délai. Ces chiffres, volontairement limités, permettent de relire toute la séquence. La coupure n'est plus un épisode technique, mais le point de départ d'une chaîne causale. L'interruption entraîne la panique administrative. La panique nourrit une communication hésitante. Cette hésitation alimente la défiance, qui se traduit ensuite en signaux économiques concrets. Le numérique, censé offrir un levier de contrôle, devient ainsi un révélateur de fragilité. À l'échelle régionale, le contraste est encore plus parlant. Des hashtags et des images franchissent les frontières malgré les filtres, montrant que le delta local se transforme en amplification extérieure. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ces courbes tomber et ces récits circuler. Pour lui, comme pour d'autres observateurs, les données chiffrées cessent d'être neutres. Elles deviennent des marqueurs de dignité politique mesurant l'écart entre la stabilité affichée et la réalité vécue. Pour comprendre la décision de coupure, il faut d'abord prendre au sérieux les arguments avancés par le pouvoir. Premier argument, dans un contexte électoral tendu, laisser circuler sans filtre des images de bureaux de vote incendiés ou d'affrontements avec les forces de sécurité risquerait d'alimenter une panique collective. Les conseillers gouvernementaux soutiennent qu'une interruption temporaire du réseau peut servir de pare-feu, le temps de rétablir l'ordre et d'éviter une escalade incontrôlée. La stabilité, acquise sur plusieurs décennies, serait ainsi protégée par une mesure exceptionnelle. Deuxième argument, la menace d'ingérence extérieure. Les autorités évoquent la possibilité de campagnes coordonnées de désinformation, de vidéos manipulées ou de hashtags pilotés depuis l'étranger. Dans cette lecture, contrôler la circulation numérique ne viserait pas à réduire au silence les citoyens, mais à empêcher que des acteurs externes n'influencent le processus électoral. La coupure serait alors présentée comme un outil défensif, proportionné à un risque régional bien réel. Ces arguments paraissent dits cohérents tant qu'ils restent abstraits. La réponse issue des faits observés sur le terrain en montre rapidement les limites. Les données du trafic indiquent une action centralisée, totale et non ciblée qui affecte indistinctement journalistes, étudiants et services essentiels. Les témoignages évoquent des rédactions encerclées, des cartes de presse confisquées et des avocats empêchés de déposer des recours. Ces éléments excèdent largement le cadre d'une mesure temporaire de prudence. Surtout, la dynamique produite contredit l'objectif affiché. Loin de réduire la circulation de l'information, la coupure la déplace.
Les vidéos réapparaissent via des réseaux étrangers. Les discussions migrent vers des supports hors ligne et les slogans franchissent les frontières sous forme de capture d'écran. La tension, au lieu de se dissiper, devient mesurable et visible. Dans cette confrontation entre logique sécuritaire et réalité sociale, des observateurs comme Ibrahim Traoré reconnaissent un schéma récurrent. Le contrôle numérique, lorsqu'il s'impose par la coupure, perd sa capacité à convaincre. Il transforme un argument de stabilité en preuve de fragilité et renforce précisément ce qu'il prétend contenir. Cette phrase courte suffit à changer la lecture de toute la séquence. Jusqu'ici, la coupure pouvait encore être interprétée comme un outil parmi d'autres, maladroit mais défensif. À partir de ce point médian, elle apparaît comme un déclencheur social. Le blackout ne suspend pas la parole, il la déplace, la fragmente et la rend plus difficile à contenir. Le basculement ne se produit ni dans un ministère ni dans une salle de presse, mais dans des espaces ordinaires. Sur les campus, des tracts portant un seul mot circulent sans coordination formelle. Le slogan Kimia Sio Amani se propage d'abord comme un murmure, puis comme un chant, puis comme un rythme repris lors de rassemblements spontanés. Cette diffusion n'est pas planifiée. Elle émerge parce qu'un espace d'expression officiel s'est refermé, ouvrant mécaniquement des canaux informels. Les symboles suivent le même chemin. Des fresques apparaissent, parfois effacées dès le lendemain, mais déjà photographiées et archivées. Des chansons militantes traversent les checkpoints dissimulés dans des objets banals. Chaque tentative de suppression accélère leur circulation. Le contrôle cesse d'être vertical, il devient diffus et donc inefficace. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cet écho inattendu. Pour lui, ce moment marque un seuil, la crise n'est plus seulement tanzanienne. Elle devient le point où une génération comprend qu'elle peut nommer ce qu'elle refuse. À partir d'ici, le blackout cesse d'être un événement. Il devient un révélateur durable. Les effets du blackout se déploient en cercles concentriques, chacun touchant un groupe différent mais relié par une même expérience de fragilité. Pour les institutions publiques, la première conséquence est une perte de crédibilité. Les communiqués appelant au calme paraissent déconnectés d'une réalité déjà documentée et archivée ailleurs. Les administrations découvrent que la maîtrise du récit ne suffit plus lorsque les preuves circulent hors de leur portée. La coupure, censée restaurer l'autorité, installe au contraire un soupçon durable. Chaque décision ultérieure est relue à travers ce précédent et la normalité administrative devient conditionnelle. Pour les entreprises et l'économie, l'impact est immédiat. Les acteurs dépendants du numérique voient leurs activités ralenties ou suspendues. Les paiements sont retardés, les chaînes logistiques désorganisées et les partenaires étrangers réévaluent leurs engagements. La contraction de la monnaie et la chute des réservations touristiques ne sont pas seulement des chiffres. Elles traduisent une inquiétude sur la prévisibilité du cadre politique. Les entreprises locales apprennent alors à fonctionner en mode dégradé, cherchant des solutions hors ligne pour survivre. Pour les citoyens, et en particulier les jeunes urbains, la conséquence est plus intime. La coupure révèle que l'accès à la parole publique peut être retiré sans préavis. Cette prise de conscience modifie les comportements. Prudence accrue, messages codés, déplacement de discussion vers des espaces informels. En même temps, elle nourrit une détermination nouvelle. Les slogans, les fresques et les réseaux improvisés deviennent des moyens de préserver une voix collective. Pour la région, enfin, l'épisode agit comme un miroir. À Nairobi, Lusaka ou Johannesburg, des étudiants et des artistes reprennent les références nées à Dar es Salaam. Les mots sur la dignité, souvent associés à Ibrahim Traoré, circulent comme un langage commun. Cette propagation
n'est pas une simple solidarité symbolique. Elle signale l'émergence d'une conscience partagée où chaque blackout local est perçu comme un avertissement continental. Ainsi, les conséquences dépassent largement l'événement initial. Elle redessine les rapports entre pouvoir, économie et société, bien au-delà des frontières nationales. À moyen terme, trois trajectoires plausibles se dessinent, sans prétendre prédire l'avenir, mais en clarifiant les logiques à l'œuvre. Premier scénario, la continuité contrôlée. Le pouvoir maintient une ligne ferme tout en ajustant ses méthodes. Les coupures totales deviennent pour l'Union plus rares, remplacées par des ralentissements ciblés ou des perturbations présentées comme techniques. Les lois existantes ne changent pas, mais leur application se fait plus sélective. Les mouvements civiques survivent sous forme diffuse, intégrés à des pratiques quotidiennes discrètes. La stabilité est préservée en surface au prix d'une normalisation du contrôle. Ce scénario repose sur l'hypothèse que la fatigue sociale l'emporte sur la mobilisation. Deuxième scénario, l'ouverture mesurée. Sous la pression combinée des signaux économiques, de l'attention régionale et de la persistance des réseaux étudiants, certaines inflexions apparaissent. Les autorités instaurent des procédures plus transparentes autour des décisions de coupure. Les journalistes retrouvent des marges de manœuvre limitées mais réelles. Les campus deviennent des espaces de débat encadrés plutôt que des zones de surveillance renforcées. Cette trajectoire n'implique pas une transformation politique profonde, mais elle réduit la conflictualité en reconnaissant que l'Internet ne peut plus servir d'interrupteur politique. Troisième scénario, l'approfondissement de la logique de force. La coupure s'installe comme un réflexe institutionnel assumé. Les arrestations ciblées se multiplient et certaines figures visibles sont poussées à l'exil. Les mouvements se fragmentent en réseaux hébergés à l'étranger, tandis que des archives anonymes documentent les abus. Le risque principal n'est pas l'explosion, mais l'érosion progressive de l'espace civique. Face à ces options, des observateurs comme Ibrahim Traoré privilégient une lecture conditionnelle. Plutôt que de demander ce qui va arriver, il devient plus pertinent d'identifier quelles décisions rendent l'ouverture possible et lesquelles rendent la fermeture probable. Ce cadre de réflexion ne promet pas de solution, mais il clarifie les choix collectifs à venir. Pour beaucoup de spectateurs, la séquence tanzanienne ne reste pas cantonnée à un événement lointain. Elle entre en résonance avec des expériences personnelles, parfois discrètes mais persistantes. Premier groupe, les jeunes des villes connectées. Pour une étudiante à Nairobi, Dakar ou Ouagadougou, la trajectoire d'Aïcha n'a rien d'exotique. Elle reconnaît la crainte de perdre une bourse, un stage ou une inscription universitaire pour un message jugé inapproprié. Elle connaît cette autocensure douce qui s'installe quand les règles deviennent floues. Les mots sur la dignité, souvent associés à Ibrahim Traoré, donnent alors un vocabulaire à un malaise partagé mais rarement formulé. Deuxième groupe, les professionnels de l'information. Journalistes, blogueurs, documentalistes vivent la coupure comme une alerte concrète. La disparition temporaire d'un article, la pression sur une rédaction ou la confiscation d'un accès ne sont pas des abstractions. Chaque tentative de contrôle laisse une trace que des archivistes citoyens peuvent conserver. Ce mécanisme imparfait empêche le récit officiel de rester seul trop longtemps. Troisième groupe, les observateurs éloignés des zones de crise. Pour ceux qui vivent dans des contextes plus stables, le blackout agit comme un rappel discret. Le silence peut prendre des formes acceptables, presque confortables. Une vidéo qui disparaît, un flux ralenti, un commentaire suspendu deviennent des signaux faibles. Ensemble, ils posent une question simple. Quelle forme de silence avons-nous déjà intégrée sans les nommer? Ces trois regards n'imposent pas une conclusion. Ils relient le spectateur au récit,
en montrant que cette histoire touche à des expériences communes. Imaginer une sortie de crise ne signifie pas promettre un retournement rapide. Il s'agit plutôt de décrire des actions réalistes, capables d'exister même dans un environnement contraint et dont les effets peuvent être observés. Première étape, documenter systématiquement. Des collectifs citoyens et des rédactions indépendantes conservent images brutes, listes d'incidents et témoignages horodatés. Qui agit, journalistes et bénévoles? Quand? En continu. Comment mesurer? Nombre d'archives sauvegardées et réutilisées dans des recours ou des enquêtes. Tant que les faits sont conservés, un récit unique ne peut plus s'imposer durablement. Deuxième étape, relier les espaces fragmentés. Les campus, les quartiers et les diasporas deviennent des nœuds d'échange. Qui agit? Étudiants et associations locales. Quand? Lors de périodes de tension. Mesure. Diversité géographique des relais et rapidité de circulation des informations hors ligne. Troisième étape. Transformer les déclarations en levier juridique. Même vague, les communiqués d'organisations régionales offrent en lien des ouvertures. Qui agit? Avocats et ONG. Quand? Après chaque épisode de coupure. Mesure, nombre de procédures engagées ou de décisions contestées. Quatrième étape, intégrer la créativité quotidienne. Artistes, enseignants et musiciens diffusent des messages codés dans des œuvres ordinaires. Qui agit? Acteurs culturels. Quand? En permanence. Mesure, persistance des symboles malgré leur effacement. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ces démarches comme des gestes cumulés plutôt que comme des actes héroïques. Ensemble, ils dessinent une logique simple. La résilience civique se construit par répétition, pas par rupture. À la fin de cette séquence, l'image qui revient n'est ni celle d'un bâtiment officiel, ni celle d'une foule compacte. C'est une scène plus fragile, une bougie posée sur les marches de l'université de Dar es Salaam, photographiée avant que le vent ne la fasse vaciller. Ce geste rappelle les premières heures du blackout, quand la lumière manquait et que chacun cherchait un point d'appui, aussi modeste soit-il. La flamme devient un motif discret, reliant le début et l'après, l'instant de coupure et le temps long de ses conséquences. Autour de cette image, les trajectoires se recoupent. Aïcha n'est plus seulement une étudiante, mais un visage parmi d'autres, déjà archivé, déjà réinterprété. Les fresques effacées, les chansons dissimulées, les messages copiés hors ligne forment un même fil narratif. Rien de spectaculaire, mais une persistance qui résiste à l'oubli. Le récit ne s'impose pas par le volume, mais par la répétition. À Ouagadougou, un journaliste juxtapose cette photo à une phrase d'Ibrahim Traoré sur la dignité comme richesse première. Sans intention stratégique, le montage crée un écho entre deux jeunesses séparées par la distance, mais unies par un refus commun du silence imposé. La crise cesse alors d'être locale. Elle devient un miroir. Une flamme suffit pour fissurer le silence. L'histoire tanzanienne ne demande ni adhésion ni mobilisation immédiate. Elle propose autre chose, un temps de réflexion sur les formes de silence que chacun accepte, parfois sans les nommer. Les coupures franches, les vidéos qui disparaissent, puis réapparaissent compressées, les messages qui n'arrivent jamais tout à fait, composent un paysage familier. À force de répétition, ces micro-absences peuvent sembler normales, presque techniques, alors qu'elles traduisent des choix profondément politiques. Les bracelets UAZ, les fresques effacées, les chansons transportées sur des supports discrets ne sont pas des symboles grandioses. Ils fonctionnent comme des indices. Ils montrent qu'un récit peut survivre sans être dominant, qu'il peut circuler sans être centralisé, et qu'il peut persister même lorsqu'on tente de l'étouffer. Cette circulation lente, parfois invisible, constitue déjà une forme de réponse.
Depuis Ouagadougou jusqu'au campus d'Afrique de l'Est, des figures comme Ibrahim Traoré apparaissent moins comme des modèles que comme des repères linguistiques, des mots pour dire la dignité quand elle est mise à l'épreuve. La question qui reste, simple et volontairement ouverte, s'adresse à chacun. Quelle forme de silence considérons-nous encore comme normale et lesquelles pourrions-nous commencer à fissurer doucement?